va nous parler d'optimisation de traitement, mais peut-être qu'il ne s'est pas trompé, il va nous dire. Merci d'être avec nous. Merci Raymond pour ton introduction, merci encore aux organisateurs d'avoir retenu cette présentation et félicitations encore à David pour l'organisation et cette motivation qui n'a pas été juste sur un moment mais qui a été dans la durée pour organiser un congrès et pour atteindre cette réussite. Ma motivation de ma présentation, c'est que certaines croyances que vous pourriez avoir sur les traitements antipsychotiques soient bousculées à la fin de cette présentation et que vous rentriez chez vous avec la motivation peut-être de revoir certaines de vos prescriptions. Si c'est le cas, mon but sera atteint et vous aurez eu le même effet que ce que j'ai eu moi en découvrant les publications que je vais vous montrer. Entrer en matière. Donc c'est pour vous montrer qu'on est bien dans le sujet. Alors, il faut juste que je... Voilà. Donc, parce que quand on parle de motivation et de réhabilitation, on parle de restauration du pouvoir d'agir. En effet, mais soyons honnêtes, restaurer notre pouvoir d'agir avec une prescription de ce type, où s'alignent 3 lignes d'antipsychotiques par exemple, des benzodiazépines plus un anticholinergique, c'est une réelle double contrainte, c'est demander de faire un effort face à un obstacle qui peut être particulièrement important. Peut-être qu'on ne voit pas ce dessin, mais c'est un dessin de Serre que j'aime beaucoup. Vous voyez cette longue liste de prescriptions et à la fin, le médecin dit avec ça, finis vos problèmes de mémoire, pour ceux qui ne voient pas au bout de la salle. Parce qu'en effet, nos médicaments antipsychotiques sont d'excellents médicaments pour la phase aiguë et pour les symptômes positifs de la maladie. Et c'est vrai aussi que la schizophrénie a comme symptôme intrinsèque des symptômes négatifs, mais il faut reconnaître aussi que nos médicaments antipsychotiques sont quand même pas très bons pour soigner les symptômes négatifs, et même souvent les aggravent, en particulier quand les prescriptions sont importantes. Alors, bien sûr, les antipsychotiques, il ne s'agit pas de les blâmer, ils sont absolument indispensables. C'est grâce à eux qu'on arrive à récupérer plus vite d'un épisode psychotique. Et le maintien d'un antipsychotique après un épisode aigu, il ne se discute pas parce que l'objectif prioritaire pour un patient qui a connu un épisode, c'est d'éviter la rechute. Et donc la prévention de la rechute est l'objectif principal. Et donc c'est pour ça que dans la balance bénéfice-risque, puisqu'on connaît les effets secondaires de ces médicaments, eh bien, la prévention de la rechute, la réinsertion sociale qui va être conditionnée par le fait que les symptômes soient stabilisés, l'évolution vers la chronicité sont des éléments tout à fait essentiels. Et ça, on a de nombreuses études qui nous le montrent, qui nous montrent que quand on... Alors, on ne voit pas bien avec le pointeur, mais vous regardez les lignes du haut. Les lignes du haut sont les lignes où les études qui ont comparé le maintien du traitement psychotique à l'arrêt du traitement, et vous regardez la courbe de rechute. Donc plus vous restez en haut, plus vous n'avez pas rechuté. Et donc les courbes pleines montrent le maintien des antipsychotiques et la faible rechute quand on maintient le traitement antipsychotique. Et en dessous, vous voyez toutes les courbes qui montrent la rechute quand on arrête le traitement antipsychotique. Donc on a des arguments de preuve pour dire, effectivement, après un épisode aigu, il faut maintenir un traitement antipsychotique pour la rechute. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le coût à long terme d'un maintien d'un traitement antipsychotique chez un patient qui est stabilisé. Parce qu'on le sait, nos médicaments ne sont pas neutres, ils s'accompagnent d'effets négatifs importants, les effets extrapyramidaux qui sont peut-être un peu moins forts comme avec les nouveaux antipsychotiques, mais quand même le syndrome métabolique, la sédation et l'apathie. Et comme on parle de motivation, bien c'est bien le problème ici. Certaines études tendent à montrer que le maintien d'un traitement antipsychotique pourrait entraîner une amélioration cognitive, mais clairement, nos traitements antipsychotiques ne sont pas des médicaments procognitifs. En tout cas, il n'y a pas de démonstration d'un effet procognitif propre de nos antipsychotiques. Et donc la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment maintenir un traitement antipsychotique au long cours chez les patients qui sont stabilisés? Cette question peut vous paraître un peu taboue parce qu'on se dit, mais attendez voir, un patient a une schizophrénie, vous êtes en train de nous dire, est-ce qu'on peut arrêter un traitement chez un patient schizophrène? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est patient, s'il est malade, il a un médicament. D'ailleurs, on lui dit, c'est une maladie chronique qu'il va avoir toute sa vie, donc il va devoir garder un traitement au long cours. Eh bien non. Si vous pouvez sortir de cette présentation avec cette idée-là, un des premiers objectifs sera atteint. Et tout ça vient en lien avec un courant beaucoup plus général qui s'appelle le courant de la déprescription en psychiatrie et qui invite à revoir nos ordonnances. Ce courant de déprescription, il est mené par des écoles prestigieuses. Ici, vous avez quelques exemples
de collaborateurs aux États-Unis dans la prestigieuse école de Yale qui ont publié ce livre, ce manuel de la déprescription en psychiatrie. Mais vous allez plus près de chez nous encore à Londres, au King's College, où vous avez quelques auteurs très connus comme Joanna Mokrieff, Robin Murray, qui reposent la question: est-ce que les psychiatres ne devraient pas être plus prudents dans l'usage au long cours des antipsychotiques à visée prophylactique, ça veut dire en prévention des rechutes. Et voici un réseau international qui s'est constitué sur la déprescription en psychiatrie, avec plusieurs études qui ont été menées dans de nombreux pays, et un réseau que nous venons de rejoindre en France avec une étude que je porte à Strasbourg plus récemment, donc, qui s'intègre dans ce réseau. Mais nous, on est les tout derniers arrivés dans ce réseau. Et ça, c'est pour prendre peut-être un peu d'avance, mais peut-être pour nous ouvrir à des questions qui se posent chez nos voisins. C'est que, peut-être vous avez entendu parler de cette information, le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé en Norvège, a fait voter une loi pour que existent dans tous les hôpitaux psychiatriques des unités sans médicaments en psychiatrie. Idée nouvelle ? Non, puisque les Soteria existent depuis des années déjà. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler de ce concept. Moi, j'ai appris ce concept de Soteria par une interne. Jamais j'avais entendu parler de ça. En fait, il s'agit d'unités de psychiatrie qui existent dans différents pays. Il y en a une à la Charité à Berlin, qui sont des unités où on accueille les patients sans traitement psychiatrique et où on essaye au mieux de les soigner sans traitement antipsychotique. Alors, maintenant, on va aller un peu plus proche, mais quel sens ça a, en fait, de réduire la dose et qu'est-ce qu'on a comme niveau de preuve pour se dire c'est peut-être pertinent de revoir nos prescriptions à la baisse ? Une première chose, c'est qu'on sait que la dose d'attaque, celle qu'on utilise pendant l'épisode aigu, n'est pas la même que la dose d'entretien. Autrement dit, ça nous encourage, après un épisode, à revoir nos prescriptions à la baisse. Pourquoi ? Parce que la dose d'attaque, elle se situe dans une fourchette de saturation des récepteurs dopaminergiques entre 60 et 80%, alors que la dose qui est plutôt régulatrice pour la psychose ou de l'humeur, elle est un peu plus basse, entre 55 et 65%. Vous voyez les courbes à côté, courbes de saturation, je ne vais pas pouvoir les montrer, mais pour vous donner des ordres d'idées pour que ça vous parle, la dose de maintien, c'est à peu près 2 mg de risperidone, à peu près 5 mg d'olanzapine. Ça peut paraître faible pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des patients plutôt à 10, 15, 20 mg d'olanzapine de base. Équivalent Aldol, 1,2 mg. Là, ça commence à poser question parce qu'on n'a pas beaucoup de patients qui sont à 1,2 mg d'Aldol. Et ça, c'est une étude qui vient de sortir l'été dernier par l'œil des collaborateurs qui montre cette courbe en U, qui montre qu'à l'infléchissement de la courbe, c'est l'endroit où on a le meilleur rapport bénéfice-risque sur la prévention des rechutes avec des antipsychotiques, et c'est à partir de là qu'ont été calculées ces doses minimales efficaces. Alors maintenant, quelques chiffres. Quelques études qui ont comparé une réduction rapide du traitement antipsychotique en 3 mois et qui vous montrent que pour des patients avec premier épisode ou épisode multiple, en gros, le risque de rechute, là ici c'est bien la rechute qu'on voit, oui c'est ça, le risque de rechute est d'environ 10% quand vous réduisez simplement la dose à la dose minimale efficace. Bien sûr, quand vous arrêtez le traitement de façon brutale, comme font la plupart de nos patients, là vous avez un risque de rechute qui est considérablement augmenté. Vous montez jusqu'à un risque multiplié par 2 à 4 et vous êtes à 64% de risque de rechute. Donc on ne parle pas là de l'arrêt, on parle de la réduction à la dose minimale efficace. Et ça montre que c'est très sûr comme stratégie. Maintenant, c'est très sûr en termes de rechute. Quels sont les bénéfices en termes d'effets secondaires ? Bénéfices en termes d'effets secondaires, vous voyez une réduction significative des symptômes négatifs. Moins 0,45, bon, chiffre un peu technique, c'est en dessous de 0, c'est significatif, donc vous réduisez significativement les symptômes négatifs simplement en réduisant la dose, même sans arrêter les médicaments. Vous réduisez les effets parkinsoniens, significatifs également. Et vous améliorez la cognition, là aussi c'est significatif. Donc simplement en réduisant un peu la dose, chez vos patients stabilisés, vous améliorez ces différents paramètres, sans risque augmenté de rechute. Maintenant la question c'est, si on est capable d'aller jusqu'à une réduction, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire tenter l'arrêt ? Et là, je pense que plusieurs d'entre vous ont entendu parler de cette étude, c'est une étude qui a fait grand bruit, c'est l'étude de Wunderink aux Pays-Bas, qui a comparé 2 stratégies chez des patients après un premier épisode psychotique, soit
maintien du traitement à la même dose, soit réduction progressive de la dose jusqu'à l'arrêt. Et puis, s'il y a des rechutes, on augmente un petit peu transitoirement la dose et puis on réduit de nouveau. Que montre cette étude? Elle montre, et là, désolé, je n'ai pas le pointeur, mais donc, vous suivez la courbe blanche. La courbe blanche, c'est le taux de patients qui vont rechuter. Et vous voyez qu'au début de la courbe, jusqu'à à peu près 3-4 ans, la courbe de rechute est plus importante dans la courbe blanche. Vous arrivez à voir ça? Vous suivez bien la courbe ou pas? Je vous le fais en clair. Jusqu'à 3-4 ans, le risque de rechute est plus important quand vous réduisez la dose. Passé cette date, moins de rechute dans le groupe réduction versus maintien. Par contre, rémission symptomatique et rémission fonctionnelle supérieure dans le groupe réduction versus maintien. Donc, si le bénéfice n'est pas clair jusqu'à 3-4 ans, le bénéfice est clair au-delà de cette date-là. Étude qui a fait beaucoup de bruit, il y a des facteurs confondants, il y a beaucoup de perdus de vue, et donc qui incite à être un peu plus nuancé que je le fais, mais néanmoins, ces éléments sont quand même assez parlants. Quels sont, maintenant au regard des risques, puisque j'ai parlé de la rechute, quels sont les bénéfices? Les bénéfices, ils sont clairs. Meilleur fonctionnement dans le groupe réduction, moins de symptômes positifs, moins de symptômes négatifs, moins de symptômes généraux, meilleure capacité sociale, plus de vie indépendante, etc., etc. Donc globalement, un bénéfice en termes de fonctionnement qui est clair pour ce groupe réduction. Alors maintenant, la question, c'est bien beau de dire OK, on peut arrêter, mais comment on fait pour arrêter un traitement antipsychotique? Et là, j'ai découvert des choses qui ont fait basculer quand même ma façon de regarder les prescriptions, et ça, je vous recommande vraiment. C'est l'article fondateur pour moi qui a inspiré toute la suite des projets que j'ai pu mener. C'est cet article de Marc Horowitz. Il nous montre en fait quelque chose qui est extrêmement basique. C'est que quand on prescrit un traitement antipsychotique, la saturation des récepteurs dopaminergiques ne se fait pas de façon linéaire. Ça veut dire que quand vous mettez 2 mg, ce n'est pas 2 fois plus saturé qu'à 1 mg. C'est une courbe qui est hyperbolique. Et donc ça veut dire que quand vous voulez faire une réduction de votre traitement, par exemple par l'haloperidol, vous regardez le graphe de gauche, si vous passez de 4 à 3 mg, vous voyez que l'impact sur l'axe vertical, l'impact en termes de saturation des récepteurs dopaminergiques est ridicule, c'est très très faible. Par contre, quand vous passez de 1 mg à 0, c'est une baisse d'1 mg dans les deux cas. Vous passez de 60% de saturation à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous pensez qu'à 1 mg, vous êtes quasiment aux portes de l'arrêt, en fait, si vous arrêtez brutalement, vous faites un énorme saut dans votre prescription. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser un protocole de décroissance qui prend en compte cette courbe hyperbolique. Et ça, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne faites pas comme c'est marqué en haut, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Vous faites comme un atterrissage d'avion. Je ne suis pas pilote d'avion et quand j'ai regardé les trajectoires d'atterrissage des avions, j'ai vu que ce n'était pas aussi clair que ce que je vous dis là, mais en gros, la stratégie, c'est de vous dire, vous pouvez faire rapidement une décroissance de traitement jusqu'à la dose minimale efficace, mais une fois que vous êtes à cette dose-là, attention, on y va hyper doucement. Et hyper doucement, ça veut dire par des paliers extrêmement progressifs qui vont durer des mois et des mois. Pas grave, parce que la dose n'est pas forte, donc pour le patient, ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, c'est ça qui va vous garantir que vous pourrez arrêter le traitement en sécurité. Et si vous grillez les étapes, là, à ce moment-là, il peut y avoir des symptômes de rechute. Et donc voilà ce que propose Marc Horowitz. Et vous allez rire quand vous allez voir ses prescriptions, puisque, regardez voir, donc les paliers qui sont marqués à gauche, les steps, sont des paliers qui durent entre 3 et 4 mois. Donc quand vous êtes à une dose, mettons, de 1,3 mg d'aldol, vous devez faire un palier à 0,80 pendant 3 mois, puis 0,6 pendant 3 mois, puis 0,4 pendant 3 mois, et là vous me dites, mais attendez voir, l'aldol, on n'a même pas ces dosages. On est obligé de revenir à l'aldol faible que même nos internes n'ont pas connu, puisqu'ils sont trop jeunes là maintenant. Moi, le patient chez qui je suis en train d'arrêter le Lanzapine, il prend un demi-comprimé de 5 mg tous les 3 jours. C'est ça, en fait, les étapes auxquelles on doit arriver pour réussir un traitement, pour réussir un arrêt d'antipsychotique. Et j'avais déjà essayé de faire entre 2,5 et 0, ça a été une catastrophe. Il faut passer par des paliers beaucoup plus progressifs. Donc lisez cet article-là. Pourquoi si lentement? Eh bien parce que les syndromes de rebond en dysdopaminergique qui sont liés à la saturation des récepteurs, on les connaît bien quand on arrête brutalement, mais ils sont exactement les mêmes quand vous faites des arrêts, même sur des faibles doses, compte tenu de l'écart que je vous ai montré.
Et ces symptômes concernent à la fois les voies dopaminergiques, mais ils concernent aussi toutes les autres voies de neuromédiateurs qui sont concernées par nos médicaments. Et donc, maintenant, l'autre chose qui va peut-être vous bouleverser, parce que je vous ai montré tout à l'heure les courbes qui montraient que quand vous maintenez le traitement antipsychotique versus arrêt brutal, il y avait plus de rechutes. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par rechute, en fait ? Paradoxalement, la définition de la rechute dans ces études est extrêmement floue. Dans la moitié des cas, cette définition n'est pas opérationnelle et pas claire. Et donc, quand on regarde dans le détail ce que veut dire rechute, pour vous, rechute, c'est un patient qui décompense et qui revient à l'hôpital. Eh bien non, dans ces études-là, souvent, la rechute, c'est simplement que les symptômes psychotiques reviennent un petit peu, et puis ensuite, on les retraite, et puis ça se calme. Ce n'est pas forcément une hospitalisation. Donc, regardez ce graphe. Ce que vous voyez, c'est que le taux de réhospitalisation quand vous arrêtez, et en réalité, quand vous arrêtez pour une dose normale, une dose minimale efficace ou une faible dose, il reste quasiment équivalent. 11% de risque de réhospitalisation, et même pour un arrêt brutal, vous êtes entre 10 et 25%. Par contre, le risque de rechute, c'est la colonne de gauche où c'est marqué risk ratio. Vous voyez que les chiffres sont beaucoup plus importants parce qu'effectivement, la rechute est plus importante, mais la réhospitalisation pas. Question, pour le patient, qu'est-ce qui compte en fait ? Est-ce que c'est d'être protégé de certains symptômes psychotiques qui vont éventuellement revenir, ou c'est de pas de retourner à l'hôpital ? Si c'est de pas de retourner à l'hôpital, on peut se permettre cette stratégie de décroissance. Et si c'est juste quelques symptômes psychotiques qui sont présents de façon transitoire, eh bien si on lui apprend juste à reprendre un tout petit peu de médicaments en plus pour les contrôler et on arrête ensuite, pas de problème en fait. Et donc c'est ça qu'on peut apprendre à nos patients. Maintenant la question, c'est est-ce qu'on doit proposer ça à tous nos patients stabilisés ? Je vais faire vite parce que là ça nous emmènerait un peu trop loin. Nous pensons que ce n'est pas forcément chez tout le monde, mais c'est ce que notre étude va essayer de chercher à démontrer. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un phénotype de psychose très particulier qu'on appelle les psychocycloïdes. Ce sont en gros des bouffées délirantes qui guérissent après les épisodes, qui récidivent mais qui guérissent toujours sans passage à la chronicité réellement. Et ces patients-là sont la cible pour lesquels on devrait même obliger l'arrêt rapide des traitements antipsychotiques. Je mets là le livre qu'on a publié sur la classification de ces psychoses pour que ceux qui sont intéressés puissent en lire davantage. Donc voilà l'étude pour laquelle on a obtenu un PHRC l'année dernière, enfin cette année, pardon, dans laquelle on va contraster ces deux types de populations, patients avec psychocycloïdes, bon pronostic, patients sans psychocycloïdes, pronostic peut-être plus réservé. On les randomise ensuite vers décroissance de traitement versus maintien de traitement, et on observe leur évolution sur 2 ans, avec comme critère principal, non pas des symptômes de rechute, des symptômes de fonctionnement. Parce que ce qui compte pour les patients, ce que les patients veulent, c'est pouvoir aller mieux et être dans un bon niveau de fonctionnement. Et ça, on peut l'atteindre même s'il y a transitoirement des symptômes psychotiques qui peuvent apparaître par-ci, par-là. Donc voilà, à l'ère de la décroissance dont on parle beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait entrer vers une sobriété médicamenteuse ? C'est la question avec laquelle je vous laisse.